12 septembre 2019, les Technos, saison 6, épisode 3, ou la 224e édition de votre rendez-vous hebdomadaire avec une certaine vision de l'actualité technologique. Cette semaine, nos chroniqueurs ont épinglé, entre autres choses, le Google Play Pass, un certain Richard Stallman de passage chez, tenez-vous bien, Microsoft, la Libra, la monnaie de Mark Zuckerberg qui fait des vagues en Suisse, la version US du RGPD, le règlement général sur la protection des données, et une question au surlendemain de l'Apple Event de rentrée, avons-nous fait le tour des smartphones? Il est temps de mettre des pouces vers le haut, de préférence. Il est grand temps aussi de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, à notre chaîne YouTube ou à notre podcast. Vous êtes les bienvenus. Et pour aborder donc toute cette actualité technologique, celle dont je vous ai parlé et bien d'autres choses aussi, nous avons avec nous de ce côté-ci Sébastien. Salut Sébastien, tout va bien? C'est la rentrée pour Sébastien, il est tout content. C'est ça, c'est la rentrée, je suis content. C'est l'impression qu'on retourne à l'école, tu vois, c'est un peu... Oui, c'est un petit peu ça. C'est un peu les vacances, mais... Ouais. Et d'autre part, nous avons de ce côté-ci, ah bah oui, Thierry Weber, depuis la Suisse. Salut Thierry, c'est la rentrée Salut aussi. Pour Thierry, même si on s'est un petit peu vu cet été, on en reparlera un petit peu plus tard si tu veux bien, mais on s'est croisés durant cet été, en tout cas à la fin du mois d'août, et on aura l'occasion d'en reparler, et tu auras aussi l'occasion de ton côté d'en reparler, j'imagine, puisque Sébastien et moi, nous avons été sur ton canapé, si je puis dire. Oui, exactement. Et donc on en reparlera. On va pas tout dévoiler maintenant, c'est son affaire finalement. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Petit remerciement, si vous le permettez, à nos chers auditeurs qui nous laissent des messages sur notre chaîne YouTube ou ailleurs également. Il s'agit de Aferneo, Philippette78, Olivier Mayeres, Jax, JP Neuville, Chantal Rhapsody et Pierrot 85 qui me corrige un tout petit peu sur une bêtise que j'ai dit dans le 222e épisode concernant l'AdiBlue, l'additif que l'on rajoute au gasoil. C'est pas pour les émissions de CO, mais bien pour limiter le rejet de microparticules des moteurs diesel. Voilà qui est corrigé. Merci en tout cas de nous l'avoir signalé. C'était une petite erreur de ma part. Pas si grave, mais ça méritait quand même un petit correctif. Si vous le voulez bien, on va attaquer ensemble notre abécédaire classique. Avec la lettre D comme drone, c'est Thierry qui va nous parler d'un drone, le e-Hank, ou quelque chose comme ça, qui se montre à la télé maintenant, ou en tout cas en vidéo. Oui, et je félicite le très bel habillage, je suis très content de cette rentrée avec ce nouveau décor, et c'était pas une erreur de voir eux comme drone, puisqu'effectivement c'est le nom de le modèle et la marque de ce drone. Le Yang 184 ou 184 pour parler belge et suisse est un drone surtout suisse. Qui permet de exactement, surtout suisse, qui permet de transporter une personne avec une simple tablette. Alors j'entends par là, vous rentrez dans l'engin, vous rentrez la destination, vous asseyez confortablement et hop, départ. Il vous emmène avec une autonomie de 100-150 km. En tout cas, c'est ce qu'à l'époque on nous vendait. Il y a de ça maintenant 3 ans au CES de Las Vegas. Il avait fait grand bruit parce qu'effectivement, c'était les Chinois qui ouvraient le bal des drones et il venait avec cet appareil qui était assez impressionnant puisqu'en fait, il a 4 bras, mais sur chaque bras, il y a 2 rotors, assurant ainsi une stabilité vraiment impressionnante. Et quelle surprise de le voir mis en scène, puisqu'effectivement, peut-être vous le savez, mais voilà, je suis adepte de Netflix, désolé, c'est plus fort que moi, je leur donne de l'argent, et je me suis pris d'amour d'une série. Au début, c'est pas facile, mais quand j'ai vu le tout premier épisode, et après même pas 3 minutes d'intro, je me suis dit, ok, d'accord, je vais la garder, je vais la suivre, je vais rester fidèle. Il s'agit de Better Than Us, vous aurez remarqué le bel accent que j'ai, mieux que nous, mieux que les humains, si on pouvait résumer. Et c'est une série russe, c'est assez impressionnant parce qu'il y a du très très gros moyen, c'est bien fait. L'actrice qui joue le drone principal est comment dire, elle a une plastique très très avantageuse et c'est assez bluffant le jeu d'acteur puisqu'en fait, les drones sont
je pense, joué tout simplement par des humains. Et puis, quelle belle surprise de voir ce drone mis en scène par les 3 premières minutes de cette série, le premier épisode, où en fait, on voit le patron de Chronos, une immense boîte russe, qui fait quoi ? Qui fait du drone à usage privé pour avoir de la compagnie, pour avoir, pourquoi pas, un petit copain ou une petite copine. Et c'était assez amusant de voir un produit chinois dans une série. Pour le coup, elle est traduite en français, mais tout le générique, toutes les inscriptions, tout est en russe. Hein. Ils n'ont pas pris le temps ou l'énergie de tout traduire. D'accord. Voilà, donc c'était assez drôle. Et puis pour terminer par rapport à ça, c'est avec en grande impatience que j'aimerais bien voir maintenant ce drone voler vraiment, parce que depuis le CES, on nous dit qu'il vole, qu'il est stable, qu'il fonctionne, mais bon, force est de constater qu'il y a encore un peu de travail. Oui, et puis moi, je m'étais quand même posé une question en l'observant, et je pense que ceux qui ont l'image vont tout de suite comprendre de quoi je veux parler. C'est quand même un coupe-jarret, ce truc. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre que les rotors aient terminé de tourner avant de descendre du véhicule, parce que c'est une tondeuse à gazon. C'est un danger, ce truc. Oui. Je pense que ça ne passera pas le cap des normes européennes. Soyons très très clairs. On va dire qu'il y a plein de détecteurs qui attendent que tu sois sorti du véhicule pour arrêter tout ça ou pour rentrer à l'intérieur. Ouais. Mais c'est assez bluffant parce que quand on a vu de loin, à 1-2 mètres, il y avait des barrières tout autour de cet appareil. Tu as un siège qui ressemble à un siège baquet, il y a un petit coffre à l'arrière et tu as une tablette, je crois sous Windows, sauf erreur, comme seule interface. Donc c'est quand même assez bluffant d'imaginer que tu t'essayes dans un truc où tu rentres façon Google Maps, l'endroit où tu veux aller et départ. Oh, les mauvaises langues te diront c'est Windows, quoi. Peut-être qu'ils ont mis de l'Android depuis, hein, je sais pas. Ça. Confier sa vie à une machine sous Windows, sous tous les OS d'ailleurs, soyons très très clairs. Oui, clairement. C'est quand même quelque part un petit peu, c'est contre-intuitif, quoi. Oui. Ce qui est drôle avec cet appareil, c'est que tu n'as pas de plan B. Hein. Il n'y a pas de manette, il n'y a rien. C'est ça. C'est vraiment ça ou rien. À l'inverse de ce qu'on a vu avec les voitures autonomes, où il y a toujours un volant. Quoi. Ouais. Seb. Alors, un troll pour commencer le numéro, vous y allez fort quand même. Machine Windows, ça peut fonctionner. Hein. Je veux dire, j'ai pas plus confiance à une machine sous Android ou sous iOS. C'est ce que je disais. Parce que ces tests-là, voilà, tu donnes quand même ta vie dedans aussi à cette voiture, il y a des gens qui dorment d'eux. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste confier sa vie à un outil informatique de manière générale. Alors, je vais généraliser, si tu permets. Hein. C'est contre-intuitif. On préfère... Et tu vois je ne suis toujours pas d'accord avec toi, mais je préfère donner ma vie à un outil informatique qu'à un humain. J'aime bien les humains, mais ma confiance est limitée vis-à-vis d'un humain. Un mec qui roule dans un taxi ou un pilote, voilà, et des pilotes qui ont explosé des avions, sans rentrer sur des mauvais souvenirs, il y a rarement une tablette qui a envie de se suicider. Hein. C'est pas faux. Donc, au détour d'un update, peut-être. Ouais, peut-être. Cette nouvelle version, ce KS 2487 bis, je n'en peux plus. Et paf dans le mur. Oui, je peux rajouter un autre truc. Alors, on a vu ce truc tourner déjà sur les vidéos en été. Alors, nous, ça nous paraît presque déjà banal en disant, ok, pas cette année, mais dans 2-3 ans, on va voir ce truc débarquer et on pourra vraiment voler avec. Et alors, quand j'ai eu quelques personnes sur l'été où j'ai une vie sociale, ça arrive, même en dehors de boulot, et donc ils sont venus à la maison, et puis je vous ai expliqué 2-3 bricoles, tu vois, un truc, la métrique, dont on a fait je pense, un numéro série il y a très longtemps, et il dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis au fur et à mesure, il posait plein de questions en me disant, mais en fait, toute c'est une maison qui est normale, mais tout est connecté, tout est lié pour savoir si on ouvre la porte, s'il y a quelqu'un, s'il se passe, et le mec, après une demi-heure, il dit, mais on est dans le futur. Mais alors tu dis, mais non, on n'est pas dans le futur. C'est tous les trucs que tu trouves dans les magasins aujourd'hui. Et donc, c'est quand tu parles comme ça, au fur et à mesure, avec beaucoup de non-tech, tu te dis, mais nous, on est complètement largué par rapport à la réalité. Pour nous, c'est normal. Mais monsieur tout le monde, un drone qui vole, il se dit qu'il le verra, un mec de 20 ans, qu'il le verra jamais de sa vie. Et donc, ça m'a assez frappé. Voilà, c'était une réflexion de l'été, j'avais envie de partager. Et pour illustrer, pour ceux qui ont l'image, je vous ai remis quelques images de la métrique. C'est quand même... Alors là, je suis content de savoir que je suis pas le seul à en avoir. Voilà. Un produit que j'avais d'ailleurs découvert aussi au CES. Voilà.
Très bel appareil. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un display fait de LED de différentes couleurs pour afficher l'heure, la météo, toutes sortes de choses. Un petit peu cher, si je puis me permettre, mais là... Un petit peu cher, mais scriptable à souhait, donc très sympathique. Ouais. Donc là, on a fait une grosse digression. On est parti d'un drone, passé par une série Netflix, et on arrive à du display. C'est quand même pas mal. On peut passer à la suite. Avec la lettre G comme Google, parce qu'il y a des choses aussi qui se passent du côté de chez Google. C'est qui nous en parle? Parce que c'est, par contre, j'ai oublié de le noter quelque part. J'ai tout sous la main, sauf ça. Voilà. On parle de Google Play Pass. De quoi s'agit-il? Voilà, alors c'est un sujet qui sera beaucoup plus léger, et parce que il y a encore très peu d'infos qui ont fuité, sauf que en allant finer comme d'habitude un petit peu dans les apps, certains ont découvert que ça arrive. Alors pourquoi? C'est quoi le Google Play Pass? On en a parlé il y a très longtemps, ça fait des années que Google en parle, et le principe c'est simple, ce sera un abonnement, ce qui vous donnera accès. Alors, on n'a pas encore tous les détails, ni des prix, ni de à quoi ça vous donne accès, mais on suppose que ce sera tout ce qui est jeu, dans lequel il y a des microtransactions, donc jeux payants ou free-to-play ou des trucs comme ça, et ou des applications. Et donc, si tu payes, admettons, 5 ou 10 euros par mois, tu pourras avoir accès à toute une série d'applications payantes aujourd'hui. Un peu comme Netflix, et ici, après, tout le calcul étant de à quel point tu utilises l'application et comment tu rétribues le développeur conséquences par rapport aux applications que tu utilises. Et ça, c'est quand même un modèle qui est assez compliqué, parce que si tu dois payer un Waze que tu vas utiliser 2 heures par jour, est-ce que tu dois avoir plus d'argent vers celui-là que vers un Google Docs que tu devrais payer et qui lui demande probablement plus de développement? Voilà, tu vois, il peut y avoir pas mal de questions. Je ne sais pas comment ils vont le régler. De qui sera payé à quoi. Donc c'est quelque chose qui paraît simple et qui peut être assez complexe à gérer. Fondamentalement, je trouve que l'idée de payer en fonction de sa consommation de quelque chose, c'est plutôt sain, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu... Enfin, c'est particulier, il faut le quantifier, quoi. Ce sera compliqué, oui. C'est assez compliqué, parce que l'essayer 5 minutes et devoir payer pour l'avoir essayé 5 minutes, c'est un peu cher. Tu peux te le faire rembourser. Tu peux te le faire rembourser sur le Play Store, je ne sais plus combien de temps, tu as quelques heures. Et il y avait une histoire à l'époque d'un pays qui avait demandé plus que quelques heures et qui avait demandé plusieurs jours, et la réponse de Google à l'époque avait été « Pas de problème, on va vous faire ça, vous n'avez plus d'application payante, c'est fini le Play Store chez vous. » Donc, mais sinon, de base, il y a moyen pendant un certain temps de récupérer tes boursoufles. À vous discuter. Oui, évidemment, là, c'est difficile de rentrer dans un débat quand il s'agit de ce genre de... Enfin, voilà, il faut le tester, il faut le voir chez soi, comme on dit. Ça ressemble un peu... Oui. Estimation d'arrivée, on pense au moment où ils vont lancer le prochain Google Pixel, donc dans les prochaines semaines. D'accord, ok. Le logo fait un peu penser à un ticket de cinéma, un vieux ticket de cinéma. Hein. C'est ceux qui ont encore vu les tickets de cinéma. Voilà, ça fait un peu penser à ça, c'est tout ce que je voulais dire. Ça n'apporte pas grand-chose au débat, hein. Soyons très clairs, on peut passer à la suite du coup. Elle comme Libra, cette monnaie virtuelle proposée par Microsoft, par Mark Zuckerberg, par Facebook, donc quelque part, mais aussi d'autres actionnaires. Certains sont rentrés dans le jeu, d'autres sont ressortis, etc. Il y a tout un sketch, j'ai presque envie de dire, autour de cette monnaie. Alors évidemment, dès qu'on parle monnaie, dès qu'on parle sous-sous, etc., là, automatiquement, hein, vous avez notre ami suisse. D'habitude, c'est notre ami luxembourgeois. Oui, il y a un peu de compétition entre ces deux pays. Oui, c'est ça. Non, mais alors, le choix de la Suisse, il n'est pas hasardeux, parce qu'effectivement, il y a environ 3 mois, et ça va très vite du côté de la Libra. Alors, pour rappel, la Libra fait partie d'une association dont fait partie Facebook. Il ne faut pas se leurrer, ça a été initié par Facebook, mais on a plus de 28 acteurs qui sont venus rejoindre ce consortium, cette association. Et puis le choix de la Suisse, il tient au fait que David Marcus, qui était à faire ses études en Suisse, à Genève, a gardé un contact avec la Suisse
Il a été sur le succès de PayPal. Il a aussi à son actif la gestion des messageries de Facebook Messenger et d'autres belles choses qu'il a dans sa carrière. Et il est maintenant aux commandes de ce projet de la Libra qui consiste à proposer à plus de 2 milliards d'utilisateurs un nouveau système de paiement qui devra suivre des règles. Et c'était assez fou de voir que les États-Unis se sont déplacés à l'ambassade de Berne il y a de ça quelques jours. On parle même de quelques heures, tellement c'est frais. Il y a une conférence de presse durant laquelle les Américains ont insisté sur le fait que ça a beau être du Bitcoin, de l'Ethereum, du machin, du truc. Là, cette fois-ci, les gars, il va falloir être très très clean, très très au clair sur comment vous allez faire fonctionner. En gros, on ne sera pas du tout sur le même modèle que les monnaies virtuelles qu'on connaît, que je viens de citer. On ne va pas fonctionner avec la prise de risque d'un fonds sur lequel on puisse taper. Je ne suis pas financier, je ne suis pas un professionnel de la finance, mais tout ça pour expliquer que comme la Libra va être alignée sur des monnaies, on devrait avoir moins de risques. Mais c'est surtout, moi, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, la première fois qu'on voit les États-Unis prendre au sérieux une crypto-monnaie parce que peut-être ils ont vu les enjeux qui se cachaient là derrière. On reparle des 2 milliards d'utilisateurs potentiels. On parle aussi du risque, du débordement, de quand même pas bien utiliser cette crypto, cette nouvelle monnaie. Et pourquoi la Suisse ? Parce qu'en fait, la FINMA, le gendarme de la finance, doit donner son aval, doit passer en revue le projet proposé par Facebook pour savoir si oui ou non on la lance. Et tout ça va très vite, parce qu'effectivement, il y a à peine 3 mois, comme je disais, David Marcus et d'autres avaient fait l'annonce, avaient été ici présents en Suisse pour dire, nous on lance ça. On savait ici un petit peu, il y avait des bruits de couloir qu'ils allaient travailler depuis la Suisse, puisqu'effectivement l'association ou la fondation, je ne sais plus quel statut juridique elle a, est basée en Suisse. Et puis tout ça nous vaut l'appellation qui commence à être un petit peu galvaudée aussi, un petit de temps en temps, de Crypto Valley pour nommer la Suisse, qui accueille à bras ouverts justement tous ces projets. Donc peut-être qu'avant la fin de l'année, on aura de quoi s'offrir des cadeaux de Noël payés avec de la Libra, qui sait. On va voir dans les prochaines semaines. Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA. Exactement. Je ne savais pas. Sébastien, quand il se chatouille le nez comme ça avec son index, en général, c'est qu'il y a un truc qui est en train quelque chose va sortir. Je voulais pas faire comme à l'école, même si j'ai toujours l'impression d'être madame. Mais t'as le droit. Madame. Et donc. Je ne vous permets pas. Alors c'est tombé, je pense, la news 1 à 2 heures avant qu'on enregistre ce numéro. Pour rappel, on enregistre jeudi soir, machin, etc. Et donc c'est la France qui a fait une grande annonce sur le Libra également, donc le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui est donc le ministre, qui a annoncé que le Libra en France, c'est niet camarade, lui il en veut juste pas du tout, donc pour lui c'est illégal, parce qu'il a peur que ça enlève la souveraineté de l'État vis-à-vis de sa monnaie. Donc eux ils sont totalement contre. Donc c'est assez amusant de voir la Suisse pour moyennant régulation, la France déjà en train de monter au créneau en disant non, no way. Et la France qui ambitionne même de le bloquer pour toute l'Europe, parce qu'ils ont décidé pour l'Europe. Voilà. Donc c'est toujours le genre de débat. Moi, ça me fait toujours sourire et en même temps, ça me fait un peu pleurer aussi. Oui, parce que à part que tu as une fondation derrière. Ils n'ont rien dit sur le Bitcoin, mais c'est justement à cause de ça. C'est parce qu'en Grèce, à l'époque, au moment de crise, les gens ont acheté du Bitcoin. Ils disent, et s'il y a une crise, les gens vont acheter du Libra ? Oui, peut-être, mais comme ils achètent de l'or avant, le mec, il délire, il vit pas dans la réalité. Ouais. C'est notre ami Sébastien. Je pourrais faire mon chauvin de service en disant c'est parce que c'est en Suisse peut-être que les Français râlent un peu. Je sais pas. De là à croire ça, la barrière est très très fine. Sébastien, l'autre Sébastien, celui qui n'a pas de cheveux mais qui est super calé en crypto-monnaie, etc., qui a d'ailleurs un excellent podcast, Proof of Cast, je vous le conseille, concernant les crypto-monnaies, la blockchain de manière plus globale, aurait certainement plein de choses à dire sur le sujet et je pense qu'il ne manquera pas d'en parler justement dans son podcast. C'est pour
pour ça que je me permets de le signaler au passage. Et je pense que s'il était là, il vous dirait que s'ils veulent l'interdire, c'est parce qu'ils en ont peur, et s'ils en ont peur, c'est parce qu'ils ne l'ont pas compris, comme souvent dans ce genre de cas. Hein. Mais bon, voilà. Quoique, il faut toujours se poser de bonnes questions. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut dire amen à tout ce qui passe non plus, mais il faut se poser des questions et bien se faire entourer de gens qui, eux, on l'espère en tout cas, savent. On a fait le tour de cette question peut-être, ou un truc à rajouter pour votre défense? Non, on peut passer à la suite. Non, il n'y a pas de faute de frappe, c'est elle, de nouveau, comme libre cette fois. C'est sur les choses qui arrivent. On peut parler aussi logiciel libre, et on le fait assez fréquemment d'ailleurs, grâce à Sébastien, entre autres choses. On va parler de Richard Stallman, qui a commis une conférence, pas n'importe où, pas chez n'importe qui, chez l'ennemi, chez Microsoft. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, là, c'est exceptionnel. Ça a chauffé la twittosphère dans tous les sens. Ça a été, la photo a été publiée et republiée des milliers de fois. On voit un Richard Stallman en train de donner une conférence avec un desk Microsoft. Et effectivement, le gars est en train de donner une conférence dans un campus de Microsoft. Alors, voilà, l'histoire est assez courte parce qu'au final, il a été effectivement invité et il a été faire une conférence classique sur Linux, les licences libres, pourquoi il faut faire pourquoi il faut faire ça, effectivement, pourquoi il faut faire du libre, mais pourquoi aussi il faut clarifier ces licences dans ce qui est publié sur du GitHub et compagnie, parce que c'est pas toujours évident. Enfin, donc, il a fait du prosélytisme classique, comme Richard Stallman le fait. Et il a simplement répondu à l'invitation. Donc, ce qui effectivement, il y a quelques années, aurait été totalement impossible, parce que on a vu des gourous Microsoft hurler que Linux, c'était du vol de propriété intellectuelle, que c'était... Enfin, on a tout entendu comme insulte. Maintenant, ces dernières années, Microsoft fait partie de la Linux Foundation, Microsoft aime Linux, Microsoft promeut le libre, Microsoft y participe, et Microsoft héberge énormément de machines sous Linux. D'ailleurs, plus de machines sous Linux que sous Windows sur son cloud. Donc, voilà, quand on a un petit peu d'historique, ça fait fort sourire, et donc ça a beaucoup amusé la twittosphère, mais voilà, c'était juste le dernier truc qui manquait, une conférence de Richard Stallman chez Microsoft. Tout est possible, tout est toujours possible dans les nouvelles technologies, en particulier dans les technologies de manière globale. Hein. On se rappelle du coup de force, quelque part, qui avait eu lieu avec Steve Jobs, avec l'arrivée d'argent de la part de Microsoft pour relancer Apple à une époque. J'y pense maintenant parce qu'on est proche d'une keynote. Je pourrais pas parler d'autres faits comme ça, un petit peu extraordinaires. On aurait dit non, c'est juste pas possible, ça n'arrivera jamais. Eh ben si, ça finit toujours par arriver à un moment ou à un autre, c'est une règle, parce que voilà, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis de demain, c'est un peu ça aussi, c'est de la diplomatie en même temps. Oui, alors... Il me semble qu'IBM avait déjà un peu ouvert le bal avec leur serveur qui avait été décliné sur d'autres OS comme justement l'open source. Ça n'avait pas... Alors, je sais pas, vous me dites si je me trompe, mais il me semble pas que ça avait créé un monstre tollé. Au contraire, moi, j'avais le sentiment que c'était vu comme quelque chose d'intelligent, de se dire, voilà, nous, on vient avec l'infrastructure, on peut vous proposer du soft, mais c'est pas vraiment notre job. Mais en plus, vous pouvez faire tourner... Alors là, je parle de l'époque des gros serveurs, hein, pour ceux qui ont un certain âge, bien après les AS400 et les trucs comme ça. Il venait avec cette espèce d'image moderne, de se dire, nous, on peut aussi faire tourner de l'open source là-dessus, si jamais vous avez le choix. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment négatif de voir ces deux mondes qui se mélangent, qui se rencontrent. C'est surtout lié, je te coupe 2 secondes la parole, je vais te la rendre après, Sébastien, c'est surtout lié à la personnalité de Richard Stallman, dont on a parlé cet été, hein, puisque le premier portrait qu'on vous a proposé durant l'été, c'est justement Sébastien qui s'était fendu du portrait de la biographie de Richard Stallman. Je vous invite à aller la revoir ou la voir simplement si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir ou de l'écouter. C'est très inattendu parce que le personnage quand même fait que c'est lui qui a verrouillé beaucoup de choses et qui a fermé énormément de portes. Hein. Je dis pas de bêtises, Sébastien. Non, mais il y a une haine toute particulière en plus entre Richard Stallman et Microsoft. Alors Microsoft, de part, a pendant des années dénigré le libre.
voilà, Oui. pour protéger ses intérêts, ce qu'IBM n'a pas fait aussi violemment, même si IBM est un des plus gros déposeurs de brevets et donc assez haï pour ça dans le libre aussi. Maintenant, il y a toute une série d'initiatives sur le partage de brevets, mais IBM a vraiment été un grand méchant pendant très longtemps, mais pas aussi médiatisé, parce que IBM n'avait pas un CEO qui rentrait sur scène en crachant sur Linux, alors que fondamentalement, personne voilà, c'est pas ça qui menaçait ses parts de marché, et c'est pas ça qui allait lui permettre de vendre plus de machines sous Windows. Donc c'était vraiment une guerre stupide, comme on a des guerres Apple, Microsoft, voilà. Mais il y a un autre truc qui s'est passé pendant l'été qui est aussi remarquable, donc voilà, faut le mentionner. Pour le moment, l'ouverture de Microsoft est très positive. C'est qu'ils ont aussi ouvert leur format de fichier exFAT, qui était très pénible à utiliser sous Linux, voire quasi impossible, et qui n'était pas officiellement supporté, et qui pourra l'être ici prochainement, grâce à cette ouverture et à l'explication, l'ouverture complète du protocole et l'explication de Microsoft du truc. Donc, ils sont vraiment en train de se dire, OK, si on veut survivre, on doit s'ouvrir. Oui. Est-ce qu'on aura le droit de le faire fonctionner aussi sur des Mac? Là, je suis avec la question super intéressé. Ah, il y en a qui le font, je pense. Oui, il faut des petits drivers, des petits Il faut logiciels. chipoter un peu, quoi. Il faut mettre ses mains dans le moteur. Là, ce sera de base sur le noyau Linux. Je ne suis pas sûr qu'ils aient autorisé Apple à le faire aujourd'hui, parce que là, ils ouvrent une série de brevets sur la technologie. Il faut valider si Mac OS X en fait partie. Mais ce serait tout à fait logique qu'ils le fassent aussi. Ok, bon, ce sont des bonnes choses. Je tiens à signaler que si vous avez entendu des 1-1 à un moment donné, je pense que c'est un smartphone qui vibre sur le bureau de Seb. C'est ça. Mais c'est pas le sien, c'est sans doute le mien ou celui de Thierry, mais c'est pas le sien. Oui, ou alors le bruit de mon canapé, peut-être. On en est déjà à la lettre R comme les vilaines lettres RGDP, Règlement Général pour les données privées. C'est quelque chose qui a un peu fatigué tout le monde en Europe, et apparemment, les Américains en ont envie ou s'y intéressent, Sébastien. Oui, alors c'est vrai que c'est un domaine que je connais bien, parce que voilà, et donc c'est pour ça que la news ressort là-dessus, et m'a fait piquer, tu n'avais pas de cheveux gris en fait avant ces 4 lettres-là, j'ai l'impression. Oui. C'est pour ça. Oui, et autant sur la technique ça peut être assez facile, autant sur l'administratif et le légal. Alors, autant l'an 2000 ça avait été un gros flop, ça avait fait beaucoup d'argent, et puis après ça c'était fini. Et ici, ça continue à faire beaucoup d'argent, toute une industrie légale qui continue à dire ok, attention les gens. Et donc c'est pas un lobby légal aux États-Unis qui demande à ce que ça arrive, c'est un lobby d'entreprises majoritairement technologiques, Amazon, AT&T, IBM, Motorola, Qualcomm, etc. Donc c'est toutes des grosses boîtes techno qui ont écrit donc une lettre ouverte à la Maison Blanche en disant aux États-Unis, on a des trucs aujourd'hui, mais c'est vachement complexe. En Europe, ils ont fait quelque chose qui n'était pas si mal que ça. Donc même nous, on se plaint, mais eux, ils se disent, voilà, ils ont un règlement qui est européen et pas national. Et donc, et aux États-Unis, on a des règlements sur la vie privée, mais ça diffère d'État en État. Donc ça, je l'ignorais avant l'article. Donc ça diffère d'État en État, et c'est très compliqué pour nous de faire quelque chose qui est juste national. Donc ce serait bien d'avoir quelque chose au niveau national. Bon, après, ils ont certainement un truc derrière la tête, parce qu'ils doivent se conformer aux législations européennes. Donc pour eux, ce serait plus facile d'avoir quelque chose qui est plus internationalisé, et pour que les entreprises européennes, qui eux sont déjà conformes à la GDPR, n'est pas trop facile non plus d'arriver sur le marché américain. Soyons un peu réalistes. Et Apple, lui, je pense pas, ne fait pas partie de l'Open Letter, mais a déjà demandé, lui, d'avoir carrément, pas un copier-coller, mais quasi de la GDPR aux États-Unis. Oui. Donc, voilà, c'est une petite révolution européenne qui, au final, risque d'avoir des répercussions américaines. C'est rigolo, parce qu'on peut se poser la question de savoir si, à partir du moment où tout le monde se conformera à la GDPR, est-ce qu'il y aura encore une GDPR ?
Un GDPR. Parce que c'est vrai que finalement, ça met tout le monde au même niveau. Ça va permettre peut-être d'avoir plus de leviers pour discuter de certaines choses qui peuvent être embêtantes aujourd'hui et qui ne sont pas nécessairement utiles pour appliquer correctement le règlement. Je pense que t'en sais quelque chose. Il y a plein de petits trucs, plein de petits textes, plein de petites obligations qui font que ça ne fonctionne pas mieux que s'il n'y avait pas cette nouvelle pop-up, ce nouveau lien à cliquer, cette case à cocher. Oui, alors il y a des choses qui vont être réglées. Hein. Donc effectivement, aujourd'hui, quand tu ouvres sur un site, c'est assez pénible. Il y a voilà, on sous-entend qu'il y a des petites modifications qui vont arriver pour nous simplifier la vie de ce côté-là. Au niveau réglementation, la crainte des États-Unis aujourd'hui, c'est toutes les entreprises européennes. Si tu veux exporter des datas aux États-Unis, ça te coûte cher en légal pour pouvoir justifier pourquoi tu dois le faire. Donc, et eux ont dû amener des serveurs chez nous et faire toute une série d'aménagements pour que les Européens continuent à travailler avec eux. Donc s'ils ont une loi qui est considérée par les Européens comme égale, peut-être que là, ils pourront discuter d'impact pour que, on n'ait pas cette restriction vis-à-vis des États-Unis. C'est du business, hein, soyons honnêtes. Hein. Oui, c'est ça. C'est une partie de ping-pong, une fois de plus. Effectivement, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là. Hein. On peut passer drôle. Voilà, c'est moins drôle que ça. Satellite, j'ai une petite faute de frappe. C'est satellite avec plein de T, plein de L dans tous les sens. C'est souvent des choses qui arrivent quand on tape trop vite. Désolé. On va nous faire la remarque, hein, soyons clairs. Voilà. On n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir des soucis de communication. Ça me fait une transition toute trouvée. Voilà, on va croire que tu as fait exprès d'écrire satellite différemment parce qu'effectivement, SpaceX, ça commence aussi par un S, a peut-être des soucis de mail ou de communication. C'est une news qui m'a fait bien marrer parce que là, je sens le cynisme d'un Elon Musk ou d'un Américain un peu niaiseux, comme on pourrait le dire dans certains pays, puisqu'en fait, effectivement, ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, est assez flippant quand même, puisque, alors, pour revenir en arrière, SpaceX, comme Amazon, comme d'autres, souhaitent balancer des satellites dans l'espace pour nous rendre l'accès à Internet plus simple, ou en tout cas le propager sur un maximum d'endroits. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient quelques satellites, mais là on parle de plusieurs dizaines et à terme plusieurs centaines de satellites pour bien évidemment couvrir toute cette zone. Sauf que ce ballon d'essai a failli coûter la vie à un autre satellite qui lui était tranquillement installé sur une orbite, qui était en train de faire son boulot tranquille. Et puis c'est là que les gens aux commandes et puis les organismes qui gèrent un petit peu le trafic, on va dire, dans l'espace, on dit mais tiens, là il y a peut-être un risque de collision, donc on va avertir SpaceX pour leur dire il faudrait peut-être un petit peu changer votre trajectoire parce que ça risque de péter notre satellite, parce qu'on en a encore besoin, nous. Vous faites joujou pour essayer des choses, mais nous il y a des clients qui ont payé pour que celui-là fonctionne. Et donc, le fait marrant, c'est que, effectivement, à plusieurs reprises, ils ont tenté de contacter SpaceX pour leur dire il faudrait vous bouger, il faudrait changer l'orbite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour finir avec la non-réponse, l'absence de réponse de SpaceX ? Ils ont déplacé leur propre satellite de l'orbite initiale pour laisser passer le train de satellite de Elon Musk. Alors, fait amusant, c'est que c'est bien plus tard que, tout d'un coup, une sorte de presque mea culpa, SpaceX a répondu « On a eu des petits soucis de communication, on a bien reçu votre message, mais on n'a pas pu vous envoyer la réponse. » Ça me fait doucement sourire parce qu'on a tous un truc qui s'appelle un téléphone, un smartphone, une ligne fixe à la limite, un fax, un téléx, s'il en existe encore. Donc là, je sens vraiment la grosse rigolade. Et il faut dire qu'à la suite de ça, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le futur du satellite, puisqu'en fait, l'infrastructure de gestion, je ne sais pas du tout comment ça marche d'ailleurs, je suis vraiment très curieux de savoir comment ils gèrent tous ces trafics, comment on les appelle dans le vocabulaire aéronautique. Il n'est pas fait pour une surcharge de satellites qui est prévue avec tout ce qui va arriver avec nos Facebook, nos Amazon et nos SpaceX. Donc voilà, peut-être qu'un jour on va voir pleuvoir des satellites, qui sait. Oui, enfin, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est Donald
je peux plus dire son nom, j'y arrive plus, qui a signé pour un commandement de l'espace, une espèce de truc de guerre des étoiles, quoi. Enfin, là, il va y avoir maintenant une police de l'espace, et c'est évidemment les Américains qui vont faire la police de l'espace. Bien sûr. J'attends avec impatience de voir le flic au milieu du truc siffler pour faire passer les satellites de Monsieur Musk par ici, les satellites européens à la poubelle, à droite. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Hein. C'est une image, évidemment. On exagère et on survole, c'est le cas de le dire, le sujet. Mais ce qui était rigolo de se dire, ce qui est rigolo, c'est qu'à ces niveaux-là, il y a encore des problèmes de communication. Ça, c'est juste top, quoi. Ouais. Et puis ce qui est plus drôle dans l'histoire, c'est qu'on est en train d'échafauder un plan qui consiste à donner un accès Internet à un maximum d'endroits, de surface de la planète. Et en même temps, vous l'avez abordé la dernière fois dans le précédent épisode, il y a la 5G qui arrive. Alors ok, elle n'est pas partout dans le monde, elle ne sera pas partout sur le territoire, mais la 5G amène cette promesse d'ondes plus hautes, d'installations peut-être plus faciles à mettre en place, et donc une couverture plus aisée à assurer. Donc du coup, je me demande si le satellite, c'est pas un peu le retour du fax ou du Minitel versus ce qui va se faire sur le territoire terrestre. Ça dépend sans doute des usages. Hein. Voilà, exactement. Puis il faut savoir un truc, là, je sais pas, alors je vous pose la question. Techniquement, effectivement, un satellite, au tout début des premières transmissions de data, on parlait d'1 mégaseconde, hein, c'était pas une immense bande passante, mais c'est quand le satellite envoie la data. Maintenant, pour la renvoyer, c'est pas depuis son ordinateur portable qu'on va avoir les mêmes débits. Et c'est là où je vois pas dans ces projets les solutions. Très souvent, pour une connexion satellite, si on veut recevoir Internet, il faut quand même renvoyer le signal par une bête ligne filaire, parce qu'il faut aller dans les deux sens. Oui. Et là, on n'a pas du tout. On n'a pas les mêmes débits. Voilà. Moi, je me rappelle l'Internet par satellite via Astra, je pense, avait un produit. Il y avait aussi un autre programme qui s'appelait, je ne sais plus, Afristar, si je ne dis pas de bêtises, qui couvrait une grosse partie de l'Afrique, d'ailleurs, à certaines heures, parce que c'était pas du géostationnaire, me semble-t-il. Enfin bref, j'ai peur de dire des bêtises, mais ce sont des projets qui ont existé et effectivement qui nécessitaient toujours une voie de remontée qui était la ligne téléphonique. Pour interroger le serveur, il fallait toujours une bonne vieille ligne téléphonique. Sébastien, une fois de plus, se touche le nez. Et ça, oui, j'ai vu. Une question sur le débit. Alors, le débit, maintenant, on commence à avoir des trucs un peu plus rapides en satellite, mais le problème, c'est surtout quand tu es en milieu de la mer, et là, ok, t'as pas besoin d'avoir une ligne haut débit pour regarder des vidéos sur YouTube, mais par contre, d'envoyer un mail, tu es content de pouvoir l'envoyer, ou voir une page web, un service plus minimaliste. Mais tu peux avoir du bon débit, ou quand tu es en avion, ça aussi, c'est un problème. Et là, eux peuvent renvoyer, ils n'ont pas tellement de choix, ils n'ont pas de ligne fixe dans un avion, donc ils doivent renvoyer au satellite. Alors pourquoi on ne le fait pas en général, le renvoi au satellite? C'est surtout une question de ping. Tu perds déjà un temps incroyable au moment où pour recevoir, parce que 7 secondes, quand tu es au téléphone, c'est l'enfer, là, il n'y a pas de secret, le data ne peut pas plus vite. C'est pour ça qu'en général on a une ligne à côté, parce que la ligne te permet déjà de gagner au moins la moitié du trajet. Tu envoies la demande, souvent c'est une demande qui est très courte, et tu veux recevoir beaucoup de data, donc la voie montante étant moins importante, on va privilégier un fixe quand on a la possibilité. Mais les débits sont très acceptables aujourd'hui sur le satellite. Voilà, bon, ce serait encore une petite aparté par rapport au projet donc, de Starlink de Elon Musk. Ah, le sujet. Tout ça pour en arriver à cette histoire de smartphone. J'ai toujours pas dit le nom. On aurait pu dire comme smartphone. Hein. Bien évidemment, il fallait parler de la keynote de chez Apple. Voilà, c'est moi qui m'y colle. Oui. Alors, c'est en véritable fan de la marque Apple que je fais mon coup de gueule, parce que là, je pense sincèrement, il y en a marre. Sincèrement, je viens avec la question, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour des smartphones? Parce qu'effectivement, cette keynote, s'il fallait la résumer, je dirais iPhone 11, iPad et nouvelle génération, la 5e pour de l'Apple Watch. Là, je fais très court parce qu'il y a aussi le service, ça y est, enfin annoncé de vidéo à la demande de chez Apple. Mais pour revenir au smartphone, là, moi, je fais mon coup de gueule parce que, sincèrement, 3
objectifs sur un smartphone, comme si c'était une nouveauté. Non, alors c'est parce que c'est pas une nouveauté que tu fais ton coup de gueule. Parce que je t'ai vu réagir à un moment donné en disant pourquoi pas aussi 4 objectifs, 5, 10, 12 objectifs. C'est comme les lames de rasoir sur les rasoirs. Voilà. Mais non, je suis désolé, techniquement, il y a une justification tout à fait claire et nette et objective, c'est le cas de le dire. Non, mais je vais même défendre Apple, puisqu'effectivement, lors de cette keynote, il a été annoncé que Filmic, une app que j'ai aussi achetée, que j'adore, qui permet d'enrichir votre smartphone pour de la prise de vue. Vous avez un véritable vue-mètre, vous avez plein de réglages, vous pouvez faire des setups, on peut même nommer ses rushs, c'est assez balèze. Et bien, Filmic va être une app qui va profiter de ces 3 objectifs parce qu'elle pourra ni plus ni moins faire je crois, en tout cas pour 2 objectifs, la capture dans 2 valeurs de plan différents en même temps. Alors c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant, c'est assez excitant de savoir que tu as le plan large et le plan serré dans la même prise, et puis c'est déjà synchronisé puisqu'effectivement ça tourne en même temps. Maintenant, 1200 boules pour ça, ça fait un peu mal, sachant qu'il y a quand même quelques critiques de ci, de là pour dire ouais, mais il n'est pas encore 5G. On voit que des vidéos qui nous montrent que, ok, il va sous l'eau, il est super, il est solide, il est ci, il est ça. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu sur une espèce de fin. J'arrive plus à comprendre le positionnement de prix. Il faut savoir que Apple a perdu de la place. On a Samsung, on a Huawei, on a même Xiaomi qui sont quasiment passés devant Apple. C'est une véritable perte de vitesse qu'on essaie de faire oublier. C'est le sentiment que j'ai avec cette keynote. On a un appareil à $1,200, même plus cher suivant la mémoire que vous allez choisir. Oui. Cette politique de prix, j'arrive plus à la comprendre parce que elle va, à mon avis, desservir Apple. Mais en même temps, on nous sort un iPad qui est autour des $300. Belle surprise. Il va accepter l'iPad OS. C'est un 10 pouces où je crois qu'il a 9 et quelques. Il est autour des $300. J'ai envie de croire que là, pour le coup, c'est intéressant, même si le marché de la tablette, là aussi, connaît une espèce de baisse évidente. Il y a toujours le débat, est-ce que je peux remplacer mon ordinateur par un iPad ? Non, l'OS en question ne permet pas de travailler de la même manière. Et puis voilà, le smartphone, alors je suis d'accord, c'est pas une innovation, le fait de mettre plusieurs objectifs, mais je viens avec la question de savoir est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour, parce qu'effectivement on avait parlé aussi des smartphones qui se plient. Moi j'ai l'impression que ce marché s'essouffle, et puis en Suisse on était un des pays qui avait le plus d'iOS versus Android. Cette tendance elle est toujours d'actualité. Pourquoi ? Parce que étonnamment, alors ça vaut ce que ça vaut à mon échelle, mais je vois pas mal de gens, et on en a un ici dans la room, en la personne de Marc, qui conserve son ancien appareil, qui conserve effectivement un modèle inférieur, sans forcément passer à la caisse, sachant que par exemple ici en Suisse, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, en France, mais il n'y a plus les subventions pour l'achat d'un appareil. Ça y est, c'est fini. Voilà, nous ça a disparu. Ça a disparu. On peut proposer, un opérateur national comme Swisscom peut proposer un financement, mais acheter un iPhone en crédit, ça commence à faire beaucoup, quoi. Puis 1200 francs, 1200 €, c'est quand même un joli ordinateur. Enfin, je veux dire, on peut se payer aussi quelques caméras. Des petites. En même temps, bon, je vais me faire l'avocat du diable. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut de ses sous. S'il a envie de dépenser ses sous là-dedans, je pense qu'il ne sera pas nécessairement volé, celui qui met 1200 € dans cet appareil. Il aura quelque chose en main qui a une valeur. Est-ce qu'on en a besoin ? Ça, c'est la question. Voilà. Chacun aussi, là, doit juger. Je veux dire, tu faisais référence à mon bon vieux iPhone. J'ai un SE, il a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix parmi tous les smartphones que j'ai eu jusqu'à présent. Et j'ai eu du OnePlus, j'ai eu du Samsung, j'ai du HTC. C'était des bons appareils au moment où on les déballait, mais qui vieillissaient, je trouvais, très très vite. Ici, moi, j'ai pas de souci avec cet appareil-là. Je pourrais pas le critiquer. J'ai du mal. Voilà. Mais en même temps, on me dira, oh, c'est qu'un SE, il fait pas grand-chose, pas beaucoup de mémoire, fait pas de... Mais non, mais moi, il me suffit. Et je pense que chacun doit
un petit peu regarder ce dont il a besoin, quels sont ses besoins et quels sont ses loisirs aussi, parce qu'il y a aussi un petit côté loisir. La photographie, là, en l'occurrence, c'est du loisir créatif même, j'ai envie de dire. Voilà. Alors après, oui, on peut aussi dire, je préfère m'acheter un appareil, un smartphone à 300 € et mettre 900 € dans un bon appareil photo, si je veux faire de la photographie, ou mettre l'argent dans autre chose. Mais voilà, c'est chacun doit un petit peu regarder quelles sont ses envies, ses goûts, etc. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est cher, mais on paye la marque, comme on dit, aussi. Oui, clairement. Voilà, mais j'entends très peu de critiques quand Mercedes ou BMW sortent une nouvelle voiture qui sera très très chère aussi, beaucoup trop chère pour un particulier, et on le sait tous, en tout cas en Belgique, ce sont les entreprises qui achètent ce genre de véhicule, et pas les particuliers. Comme une Porsche électrique. Ou une Porsche électrique, qui sera plus dans le bling-bling que dans le vraiment utilitaire, j'ai envie de dire. Donc, voilà, je sais que Sébastien a des choses à dire sur ce sujet aussi. Il n'a pas mis son doigt dans son nez, mais... il s'est pas gratté le nez. Alors, juste pour la comparaison de prix, un Galaxy 10 Plus, c'est 25% moins cher. Le Huawei P, je ne sais plus combien, qui est en dessous, mais qui est un petit peu moins bien équipé, est encore 25% moins cher ou 20% moins cher que le Samsung. Donc, on est quand même sur des prix qui vont, pas du simple au double, il ne faut pas exagérer non plus, mais entre 1500 et 1000 €, quoi. En gros, je schématise très fort. Ah, pardon. Juste vite fait, désolé Sébastien. J'ai en main un Huawei qui m'a coûté environ 300 francs, qui a un capteur d'empreinte, qui a la reconnaissance faciale, qui a effectivement un OS Android, mais qui fonctionne très très bien, qui a un double capteur photo. Alors, ok, après, je sais que Sébastien il est sensible à ça, l'OS iOS versus Android, mais hormis l'operating system et hormis les usages que j'en fais, je me dis, tiens, ça tient quand même la route par rapport, comme tu disais Marc, aux usages. Oui. Et je peux comprendre les gens qui choisissent Android par dépit, je dirais, pour des questions de prix, mais qui s'y retrouvent, parce que là, au niveau qualité, au niveau fiabilité, on est sur des trucs qui tiennent vraiment bien la route et qui sont bien loin de ces prix. Donc voilà. Pour aller dans ton sens et en même temps passer la parole ensuite à Sébastien qui m'a mis 2 doigts dans sa bouche. S'il a ça. Oula, c'est le level là. Ça boue. C'est qu'il y a aussi la puissance de calcul de l'appareil. Et quand il s'agit de photographie, surtout avec des objectifs de cette taille-là, les algorithmes qui vont derrière pour arriver à sortir une image correcte, et là, elle semble être quand même plus que correcte. Tu me diras pour le prix, c'est encore heureux. Mais voilà. Ça fait partie aussi du business, et certains, développent des applications pour iPhone et pas pour Android, et ça aussi c'est une question d'usage. Si vous avez besoin d'une application ou envie d'une application qui n'existe que sur un des systèmes d'exploitation, ça va aussi faire balancer le choix, évidemment. Sébastien qui a mis toute sa main dans... Alors, la Porsche, tous les articles qui parlaient de la Porsche 150 000 boules, ils ont défoncé le Porsche sur le prix, enfin tous ceux que j'ai lus en tout cas, donc si, on râle sur Apple sur le prix, mais on le fait aussi dans les autres marques. Effectivement, pourquoi moi je vais préférer de l'Android. Alors pour savoir, tu disais le prix du Samsung qui était 25% moins cher que celui d'Apple. Si vous avez fait attention pendant les soldes, le S10 avec 128 Go, vous pouvez l'avoir à 500 balles. Ça, je dis rien, c'était le bon moment. Oui, c'était ici, comparé à ce qui était comparable, 512, etc. C'était à niveau égal. Oui, mais ils ont pété les prix pendant l'été. Mais 128, pas 512. Oui, les autres aussi. Tu vois, voilà. Parce que j'ai regardé le 128, j'ai pas l'historique. Il faut comparer des pommes avec des pommes, des poires avec des poires. D'accord. Et à propos de pommes et poires, la pomme, même si le téléphone était 10 fois meilleur que le mien, éthiquement, je fais un choix. Alors, je pourrais faire des choix encore plus poussés, comme un Fairphone ou tout ce qu'on veut. Éthiquement, je préfère l'iPhone, soyons clairs. Et oui, mais moi, je place mon radar mon curseur sur tout ce qui est liberté au niveau développement, et la liberté au niveau développement par Apple. Quand je crée un programme, de devoir demander l'autorisation à un tiers pour installer mon programme sur mon téléphone,
je trouve le concept inacceptable. Et donc, tant que Apple considérera que les développeurs n'ont pas l'autorité pour utiliser leur téléphone comme ils en ont envie, bah, je suis désolé, je ne peux pas considérer cette marque comme un téléphone acceptable pour un développeur. Donc voilà, il y a une question de liberté derrière. C'est un dev. Alors après, je suis un couillon comme les autres. J'ai un iPad parce que il y a certaines applications qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc il y en a un qui traîne, qui prend souvent la poussière. Mais au niveau téléphone que j'utilise tous les jours, je dois faire du développement. Non, no way, c'est pas possible. Voilà, un jour peut-être que ça changera, hein, mais Apple n'a pas l'air de s'ouvrir plus avec les années sur ses téléphones. Non, mais par contre, sur le recyclage, etc., ils ont fait preuve de... Ils ont même démontré des capacités assez impressionnantes. Là, on parle écologique. Moi, ça fait partie du... Chacun, comme je disais, chacun voit... tu parlais du Fairphone, par exemple. C'est vrai que je pense pas que c'est dans les news, on l'a pas prévu, on aurait pu le mettre... voilà, on en parle plus loin ou pas non. Le Fairphone 3 qui est sorti cette semaine, je pense, ou la semaine dernière. Je rappelle ce que c'est le Fairphone. Hein, c'est le téléphone éthiquement équitable et écologique, fait de modules que vous pouvez remplacer. Donc pas besoin de remplacer tout l'appareil quand quelque chose tombe en panne. Vous ne remplacez que la partie concernée. C'est un concept qui vaut ce qu'il vaut. Il n'a pas été distribué dans des quantités monstrueuses, mais c'est pas son but non plus, parce que vu que normalement on ne doit pas le remplacer et qu'on ne remplace que les parties qui sont cassées, forcément on en vend pour forcément beaucoup moins des Fairphones. Mais bon, voilà, certains n'iront que vers ce type de téléphone-là, voilà, ou certains cherchent encore et pleurent pour avoir un bon vieux Nokia, pour avoir Snake et tout le reste. Voilà, chacun peut son usage du téléphone. L'usage qu'on a d'un téléphone à 1200 €, voire 1600 quand on prend toutes les options, etc., est un usage extrême. Il faut être très clair. Moi, je râlais pour l'histoire du positionnement de prix, parce que je suis un petit peu... Alors, je devrais pas, hein, c'est une boîte qui a l'air insolite, mais je suis un peu inquiet pour la firme à la pomme, parce que il continue à insister sur cette politique de prix. Et par rapport à la perte de vitesse sur la vente des smartphones, ok, c'est une vache à lait intéressante, hein, les actionnaires se frottent les mains hein, chaque fois qu'on achète un appareil à ce prix-là. Bien évidemment que c'est pas le coût de revient, c'est pas ce qu'il coûte à la fabrication, mais d'insister sur cette voie du très cher, autant là j'ai de la peine, autant je critiquerai jamais la politique de prix chez Porsche pour avoir bien connu la marque. Parce qu'effectivement, on comprend ce qu'il y a derrière. On peut voir si on est un tantinet intéressé par la mécanique ou comment la voiture est fabriquée. Oui, on y arrive. Là, le coût du smartphone à 1200 boules. Je suis d'accord avec toi. On arrive toujours en additionnant les colonnes, on arrivera toujours à un résultat qui tiendra debout. Personne n'a besoin d'une Porsche, hein, Thierry. Je te le dis tout de suite. Personne n'a jamais sauvé une vie avec une Porsche. Personne n'a jamais opéré un cœur ouvert avec une Porsche. Avec un smartphone non plus. Jusqu'à preuve du contraire. Non, mais tu as raison sur l'histoire de l'usage et voilà, de l'acheter ou pas. De nouveau, l'usage est avec une Porsche purement récréatif, j'ai envie de dire. On peut s'inventer des trucs en disant « oui, mais moi je fais beaucoup de routes pour mon boulot, etc. » On peut s'inventer toutes les histoires qu'on veut. On fait beaucoup de routes aussi avec une voiture qui coûte le tiers du prix. Voilà. Mais on peut aussi passer plein de coups de fil avec des téléphones qui coûtent le 10e du prix d'un iPhone. Hein. Je suis d'accord aussi avec ce principe-là. Voilà. Je pense qu'on finit, et on l'a déjà dit dans ce podcast, sur Apple, sur les keynotes, c'est pour ça qu'on les suit plus en direct non plus. On a fait le tour. Et moi, j'ai un petit pincement au cœur quand j'entends tous nos confrères, podcasteurs, chaînes YouTube, etc., qui se lancent encore là-dedans maintenant, en 2019, quand on sait que de toute façon, ils n'ont rien appris. Ils ne nous ont rien appris. Ils ont commenté quelque chose qui était creux à la base. Et ça, c'est triste, c'est dommage. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de recul. De silence ? Pardon ? On fait une minute de silence ? Je vous propose, ouais. Oui, c'est ça. Mais non, mais je trouve ça. Non, mais t'as raison. Je sais pourquoi ils le font. Hein, par contre, ça, je suis quand même pas complètement crétin. Mais je trouve que ça s'appelle du nivellement par le bas. Voilà. Question. J'ai juste une question, puis je parle plus Apple. Oui. Dites, c'est la première fois qu'on fait des iPhones de toutes les couleurs comme ça ou Non, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Ils étaient déjà tombés si par ok, d'accord.
Bon, allez, on passe à la suite. Ce qui est bien avec ces genres de sujets-là, on peut le dire de toutes les manières qu'on veut, on se fait de toute façon défoncer à la sortie. Donc, il n'y a aucun souci. On a l'habitude. Alors, la lettre S comme social. Oui, on va parler un peu de social dans les technos et de technologique aussi, quelque part, puisque c'est Uber qui licencie en masse. 435 employés ont été mis à pied. 435 employés dans des services internes. Hein, Sébastien, je dis pas de bêtises. C'est dans l'ingénierie, la technique, etc. C'est pas des chauffeurs. Oui, c'est ça. Non, c'est pas des chauffeurs, c'est vraiment 435, 170 de la product team et 265 de l'équipe ingénieur. Donc voilà, pim. Alors après, niveau chiffres, l'article de TechCrunch, je suis pas sûr, peut-être que quelqu'un peut m'expliquer comment on calcule, mais donc 435 employés, ils disent que ça fait 8% de l'organisation, et après, Uber annonce qu'ils sont pas loin de 27 000 employés à travers le monde. J'ai un problème de calcul quelque part. Mais peut-être que c'est la lettre suivante qui va nous l'expliquer, mais c'est une sorte de teasing que nous faisons là. Donc la plupart des licenciés seront aux États-Unis, et alors ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, donc ça fait quelques mois qu'ils se doutaient qu'ils allaient devoir couper les têtes, ils avaient bloqué tout engagement, et donc maintenant que c'est bon, ils savent qu'ils dégagent 435 personnes, ils réouvrent l'engagement. Donc les mecs qui viennent de se faire licencier, ils peuvent remettre leur CV parce qu'ils vont pouvoir se faire engager. C'est une technique de plus en plus courue, hein, ça, licencier puis demander aux gens de repostuler à leur propre poste. Voilà. Pour être payé moins cher. Oui, de toute façon, puisque tu n'as plus ton ancienneté. Bon, alors après, l'explication du pourquoi, du comment, allez lire l'article, mais grosso modo, il y a des trucs qui sont assez risibles. Le CEO a demandé à un moment à son exécutif si on devait recommencer Uber aujourd'hui, est-ce que il serait la même chose que ce que nous avons créé? Et la plupart des gars ont dit non. Ah bah pas, alors on licencie. Et c'est un peu la genèse du truc, tu vois, c'est un peu... Ouais. Bon voilà, et donc ils veulent recentrer. J'ai une pensée émue pour tous ces employés de Uber, puisque j'ai vécu la naissance même de Uber à Paris, à Le Web, feu événement de notre ami Loïc Lemer. C'était le fameux hiver où il y avait, 3 cm de neige et tous les taxis étaient bloqués. Moi, venant de mes montagnes, venant de Suisse, j'étais mort de rire. Et c'est là qu'on raconte dans la genèse de l'histoire de Uber qu'ils se sont dit, mais comme les taxis n'arrivent pas, comme on n'arrive pas à trouver, parce qu'ils avaient fait ça dans le coin un peu excentré de Paris où il y a tous les studios vidéo, les boîtes de prod vidéo, de télévision, eh bien, il n'y avait pas de transport en commun. Moi, je me rappelle être rentré à pied avec un ami parisien. Tout ça parce qu'il y avait 3 cm de neige, donc voilà. Ça fait un peu de nostalgie dans le truc. Hein. Je regardais les présentations parce qu'elles étaient en streaming et les salles étaient vides. C'était incroyable. Je me rappelle de cette année-là. Effectivement, c'est là que, sans doute, enfin, la légende le dit, mais on a envie de le croire aussi. Hein, c'est un peu là qu'est venu, de là qu'est venue l'idée. Ceci étant dit, je sais pas, en Suisse peut-être, mais chez nous, dès qu'il neige, même Uber, ça roule pas. Hein. Ah non, nous, ça roule tout le temps. Ah bah oui, forcément, vous avez l'habitude. Je sais pas si Seb avait un truc à rajouter à ça, news en fait. Non, c'est tout. C'est tout, malgré tout. S comme social. Si vous avez déjà vécu cet instant, c'est normal. On le remet sur la table parce que Uber et d'autres pourraient avoir bientôt beaucoup plus d'employés. Ça, c'est quand même particulier, Sébastien. On vient d'en licencier 400 aidés. C'est génial, tu vois. Un peu triste. Et puis là, d'un coup, c'est génial. Ils vont avoir peut-être... C'est l'ascenseur... Et l'ascenseur émotionnel, on le joue à fond là. On va pas laisser les gens sous une mauvaise Noël. Mais non. Et donc là, c'est un truc, de nouveau, on va comprendre, il y a un petit truc européen derrière, je m'explique, c'est drôle. Donc, c'est une loi qui commence en Californie, ça fait des mois qu'ils papotent dessus, et puis ils se disent, ouais, en fait, socialement, c'est pas topissime, et puis fiscalement non plus. À partir du moment où tu as une société qui dicte ce que tu dois faire, et que tu es payé pour, hein, en l'occurrence, même si tu n'es pas payé, la législation est un petit peu différente de chez nous, eh bien, tu devrais être employé. Et donc, c'est très schématique, mais c'est plus ou moins ça. Alors, il faut savoir, en Belgique, quand tu es pour un indépendant,
il y a toute une contestation en Europe en se disant c'est pas vraiment des indépendants parce qu'ils travaillent quasi que pour toi et tu leur donnes des ordres. Alors, il y a un lien de subordination, quoi. Il y a un lien de subordination et plus de X% de leurs revenus viennent de chez toi. Donc là, normalement, en Belgique, tu es requalifié comme étant un employé. Donc ça existe en Europe depuis très longtemps et c'est une bagarre que l'Europe fait contre Uber et les systèmes assimilés en disant ce ne sont pas des indépendants, ce sont nos employés, il faut les protéger comme tels. Donc ça, la guerre est ouverte depuis longtemps entre l'Europe et les États-Unis. Et les États-Unis, maintenant, viennent eux-mêmes de passer cette loi en disant les gars, finalement, c'est vrai que tu as le lien de subordination et ils s'en foutent de savoir que tu gagnes ou pas de l'argent avec eux, mais tu as le lien de subordination et tu travailles dans un job qui est l'activité principale de la société. Donc Uber, alors ça c'est une différence par rapport à chez nous, c'est que tu dois faire le job principal de la boîte. Alors Uber, le job principal, nous on considère que c'est de rouler avec des voitures et faire ce job de taxi ou de vélo-taxi pour de la bouffe. Uber répond tout de suite en disant non, nous on a l'habitude des procès. Si cette loi effectivement arrive, je vous assure que personne ne sera employé chez nous. Le lendemain, on est dans les tribunaux pour dire que notre objet principal, c'est de fournir une plateforme pour déplacer des choses. Mais le fait de conduire les voitures et tout ça, c'est pas notre job. Donc, employé, hors de question. Ceci étant dit, depuis qu'on fait des sujets sur Uber, on l'a toujours dit que c'était une plateforme de logistique. Voilà. Et c'est ce qu'ils vont défendre, ils vont devoir le défendre dans les prochains mois. C'est un procès qui va être exceptionnellement drôle et intéressant à suivre, parce que ça aura énormément d'impact. Alors ça a des impacts dans tout plein d'autres industries, parce que la loi américaine, ils sont inspirés de chez nous, mais ils ont oublié quelques détails. Et donc il y a tout ce qui est religieux, il y a tout ce qui est associatifs qui sont en train de se dire « Oh là, les gars, on a un problème si vous signez tel quel, parce que ça devient des employés. » Nous, on doit leur payer pour leur pension, un minimum de salarial, etc. Mais ces gens, il y a du bénévolat, il y a plein de problématiques. Et la loi, elle a l'air encore assez brute de décoffrage. Mais pour le moment, c'est la Californie. Je trouve que c'est assez, c'est assez cocasse de voir, comme la GDPR, pardon Marc, de voir que c'est une réglementation qui est des problématiques européennes qu'on est en train d'apporter aux États-Unis. Oui, je comprends que Donald ne nous aime pas beaucoup. Du coup, ceci étant dit, c'est que moi, ce que je trouve un peu dommage dans toute cette histoire, de manière générale, mais je ne sais pas je pense pas qu'il y ait un responsable derrière qui a décidé que ça tournerait comme ça. Je trouvais, moi, génial l'idée d'uberisation, c'est-à-dire t'as un peu de temps libre, tu l'utilises à rendre service aux autres et t'es payé en retour. Le principe de l'autostop, en gros. Mais c'est vrai aussi pour Airbnb, c'est vrai. Et tout le monde en a fait un business, un métier. Alors qu'à la base, c'est pas un métier. C'est juste l'étudiant qui a une heure de break pour aller faire 2 livraisons, il va faire ces 2 livraisons, il a pris un peu d'argent de poche, il est content et ça fonctionne. Il y a des gens... Moi, j'ai vu un truc avec un ami il n'y a pas tellement longtemps, mais qui dépasse tout entendement. C'est un livreur Uber Eats sur un vélo Uber. Vous voyez un peu la mise en abîme du truc, c'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a des vélos Uber qui sont en libre service, et le livreur utilisait un vélo Uber, donc il payait Uber pour utiliser un vélo pour faire des livraisons Uber. Et là, on atteint le fond du fond. C'est voilà. Et peut-être une réduction parce qu'il fait partie du personnel. J'espère pour lui. J'espère pour lui. Mais ou alors il n'est pas très bon en maths. Ou alors il n'est pas très malin, c'est ça. Ce qui est possible, soyons clairs. Mais je trouve ça juste, voilà, c'est une dérive, une véritable dérive, et ça c'est vraiment attristant, quoi. Oui, mais alors, comment tu fais le curseur? Parce que c'est justement ça. C'est l'être humain qui le fait, mais manifestement, il n'est pas prévu pour. Oui, d'accord, non, mais fiscalement, comment tu mets le curseur entre le mec qui fait ça le soir pour faire 1 heure et prendre un petit peu de sous en plus parce qu'il en a besoin pour une nouvelle télé ou que sais-je, et le mec qui fait ça toute sa journée, et là qui devient un employé. Je pense que fondamentalement, tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut réinventer le travail. D'ailleurs, je me suis amusé à aller faire un tour sur Internet et chercher l'origine du mot travail. Ça fait un peu peur, parce qu'effectivement... je l'ai su, je ne sais plus, mais j'ai eu... ça m'a choqué, c'est très facile à trouver. Ouais. Mais je pense que tout ça fait méchamment penser qu'il
il faut se réinventer, il faut réinventer le travail, ou aussi le fait de gagner de l'argent pour vivre et pas vivre pour travailler. Enfin, après, on va partir dans une considération très philosophique, mais je pense que ce qui a dérangé, enfin, c'est mon point de vue, ce qui a dérangé avec ces nouveaux modèles, ou en tout cas ces modèles affirmés, c'est que ça a bouleversé justement le rapport au travail, l'employeur-employé, le salaire, les vacances et tout ça. Il y a cette liberté de pouvoir choisir qui, à mon avis, doit gêner celui qui fait ses 8 heures par jour pour un patron, ou même le patron lui-même, j'ai l'impression. C'est pas faux. Oui, je suis d'accord avec toi, Thierry, si pour autant que le mec qui fait de l'Uber pendant quelques heures peut en vivre, parce qu'à partir du moment où t'as pas un truc minimum et que le mec il doit rouler 15 heures par jour en vélo mais pour c'est pouvoir juste acheter un steak. Mais ça, le simple calcul, genre je sais plus, quelqu'un l'avait fait, je parle là pour Bruxelles, quelqu'un qui avait dit « Ah mais moi je vais acheter un vélo, donc il a du matériel à amortir, et je vais faire Uber. » Et ils s'amusaient à calculer, il devait faire l'équivalent d'un Tour de France par mois pour arriver à avoir un salaire correct. C'est juste pas possible, il faut à un moment donné... Voilà. Mais alors, on revient sur des trucs plus philosophiques avec un revenu universel, et si le mec il a envie de gagner un peu plus pour payer une télé plus grande, peut-être. Bien. Mais voilà, là, il faut le courage politique pour aller dans ce genre de débat. Mais là, on est déjà 3-4 étapes plus loin. Juste pour conclure, le mot travail, issu du latin populaire tripaliare, signifiant tourmenté, torturé, avec le trépalium. Au XIIe siècle, le mot désigne aussi un tourment psychologique ou une souffrance physique, le travail d'accouchement, par exemple. Et donc, voilà. Ça fait je vous invite à aller voir ce que c'est un trépalium. Oui, parce que moi, j'ai l'illustration, ici, voilà. mais je veux quand même qu'on monétise encore un tout petit peu cette chaîne et qu'on la garde ouverte. Exactement. Alors, là, ça c'est l'autre instant clé dans cet épisode, parce que je sais pourquoi il nous l'amène, ce sujet, notre ami Thierry. V comme van. On va parler d'une maison de geek sur roue, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là pour vivre ses rêves, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il faut replacer, je vais faire le pitch, entre guillemets, le résumé. Tu as fait l'acquisition il n'y a pas tellement longtemps, toi-même, d'un van, parce que tu es un petit peu tombé en amour, si on peut dire, ou en tout cas tu as un intérêt important pour la van life, ce qu'on appelle la van life, la vie en van, que ce soit à l'étranger ou chez nous, en Belgique, en France, etc. Il y a des gens qui ont fait le choix, et ce ne sont pas des marginaux pour autant, de quitter leurs 4 murs et leur toit pour aller vivre dans un camion, si je puis dire, des fois quand c'est luxueux, dans un mobil-home ou un motorhome, pour se balader, pour se promener, pour simplement se déplacer, aller là où il fait beau en hiver, là où il fait plus frais en été, enfin voilà, pour plein de raisons, avec le mot liberté en tête, évidemment, à chaque fois. Toi, tu t'es piqué au jeu, tu as un peu investi dans un van, tu pourras nous expliquer ce que tu vas en faire, mais on a vu l'outil, hein, avec Sébastien, justement, on a vu la bête. Et donc moi, du coup, je m'y suis intéressé aussi, par voie de conséquence. Et donc, ça fait des petits. Je me suis dit que je vais prendre le pari de chaque fois trouver quelque chose en rapport avec un van pour les technos. Oui, effectivement, c'est à la fois un lieu d'habitation, à la fois un véhicule, mais aussi un outil. Ouais. Parce que depuis qu'on s'est vu, eh bien, il a évolué en matière d'aménagement, en matière d'équipement. Puis aussi, je continue l'expérience pour éprouver le système, puisque je pourrais un petit peu le nommer comme une newsroom mobile. Ça y est, c'est officiel. Elle a un nom, puisque j'ai décidé de l'appeler au féminin. Ça sera effectivement Yoko. Voilà. Alors, on va faire attention avec la maison Dupuis pour pas se fâcher avec eux, puisque c'est Yoko Tsuno qui m'a inspiré, la fille du vent. V-E-N-T. Voilà, on va jouer sur les mots. Et puis, je suis ça tombé passe bien à l'oral. À l'écrit, ça va faire très oui, voilà. Mais à l'oral, ça va. Oui, puis après, il faut faire un petit peu d'éducation pour expliquer ce que c'était Yoko Tsuno, parce que c'est quand même une BD qui date un peu les aventures de cette scientifique japonaise. Mais là, je suis tombé sur un projet de nos amis de Imer
qui est en fait ce qu'on appelle dans le jargon aussi automobile. On a ça chez Brabus, on a Maybach, on a des grands noms comme ça dans les voitures, mais il en existe aussi pour les vannes. On a les Challenger, on a les Peugeot, on a Imer, qui sont des boîtes qui prennent un véhicule et qui l'aménagent pour lui donner le look d'un camion ou d'un fourgon aménagé, ou voire même d'un camping-car ou une capucine. Voilà, je vous fais l'étalage de tous les modèles qui existent. On nous promet ce modèle pour 2025, donc ils ont un peu de temps. Alors pour le coup, il y a des belles images en 3D, en images de synthèse pour nous faire envie. Et c'est juste de la folie pure ce qu'ils nous promettent, parce que le véhicule est juste balèze, puisqu'il a 2 étages. Et oui, le couchage est en haut. Et en fait, le toit s'ouvre avec un mécanisme de parois gonflable. Donc je pense que ça va faire le job pour l'isolation thermique. Alors les images que vous découvrez sont que des images de synthèse. C'est sur un véhicule, ils n'ont pas choisi n'importe quoi, ils ont pris une base de Mercedes Sprinter. Alors pour la petite histoire, ceux et celles qui s'intéressent aux fourgons aménagés, c'est le pire véhicule à prendre parce que c'est le plus cher. Alors je vais pas refaire la comparaison avec l'iPhone 11 ou quoi que ce soit, parce qu'il est vraiment bon. C'est un véhicule qui est vraiment efficace. Par exemple, ici en Suisse, on a beaucoup d'ambulances, comme par hasard dans les montagnes, qui fonctionnent sur ce châssis parce qu'il est haut, sur pattes, il peut exister en 4x4, il est très fiable. Voilà, c'est la belle maison Mercedes. Et puis, il est très prisé aussi chez nos copains américains parce qu'il a un volume un peu plus gros. Donc, ça fera un fourgon aménagé quand même de taille assez imposante, puisque à l'étage, vous avez, je vous ai dit, le lit, mais il y a presque une mini-terrasse, puisqu'il y a la place à la fois pour le panneau solaire, le toit qui se lève, les parois qui s'érigent, mais en plus, il y a un petit dégagement devant, ce qui gâche rien. Puis à l'intérieur, en bas, à l'étage, on a un astucieux système WC-douche qui se replie sur lui-même pour laisser la place qu'on n'utilise pas le lavabo pour prendre la douche. Les parois s'écartent pour avoir plus de surface au sol. Il y a un coin salon, il y a un coin cuisine, il y a de la LED, il y a de l'éclairage dynamique, il y a de la domotique. Et puis il y a surtout une immense baie vitrée à l'arrière. Donc le coin salon, lui aussi s'ouvre sur l'extérieur avec une terrasse également, un truc de fou. Donc on n'a aucun prix, on n'a rien du tout de tout ça. Mais Imer, là, a envie de placer la barre très très haute. Puis pour situer un petit peu le marché, le business des vannes aménagées, moi je connais une marque, c'est celle que je roule, c'est un Challenger. Bien, c'est la maison Trigano qui est derrière. On parle de 60 000 véhicules vendus par année. Voilà, donc c'est quand même des beaux chiffres. Ouais, il y a un engouement clair et net. Alors là, c'est du tout aménagé, c'est du fait en usine, etc. C'est super ingénieux, etc. Il y a des gens qui achètent une base, une camionnette, en gros, et qui se la retapent eux-mêmes, en font eux-mêmes un van, et font preuve aussi d'imagination. C'est pas que du bricolage, il y a de la technologie aussi derrière. On parle pas beaucoup des batteries, par exemple, qui sont utilisées dans ces cas-là. Les panneaux solaires, par exemple. Il y a aujourd'hui toute une gamme d'outils, de matériaux à l'usage de cette vie en van. Je pense aux antennes GSM, par exemple. J'attends encore de voir une démonstration d'une antenne très particulière, une antenne 4G qui n'amplifie pas le signal, mais qui l'améliore méchamment, on m'a dit jusqu'à 4 fois. Et donc, dans des zones où il y aura peut-être une petite barre sur votre smartphone, grâce à cette antenne, vous pourriez monter à 2 petites barres pour avoir de la 4G, parce que finalement, il faut encore bosser, l'air de rien, et d'où l'expression digital nomade qui s'en vient derrière van life très, très souvent. Et donc, voilà. Ici, on est déjà dans le luxe avec ce camion de chez Imer. Voilà. Mais c'est une belle démonstration en même temps de ce qu'il est possible de faire. Ça peut donner des idées à d'autres quelque part. Et puis pour le petit joke, allez voir tranquillement la vidéo et les images. Il y a certaines images, là c'est de la belle prod, qui sont bluffantes tellement on n'arrive plus tellement à savoir si c'est de l'image de synthèse ou de l'image réelle, puisqu'effectivement c'est un concept qui va normalement voir le jour en 2025. Donc voilà, c'est de quoi nous faire patienter. Mais force est de constater que dans ce domaine, à l'inverse
d'un autre, il est possible d'innover, il est possible d'inventer de nouvelles choses. Et puis, voilà, peut-être que je reviendrai avec le thème du van, parce qu'en fait, à force de regarder des chaînes YouTube de van lifers, à force de regarder tout ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ingéniosité, de la technologie. J'ai déjà vu plusieurs van lifers parler de cette fameuse antenne. Alors moi, pour le coup, je vais m'orienter vers un autre système. En tant que bon Suisse qui se respecte, je vais réinventer l'eau chaude. Mais plus sérieusement, on est dans des vraies considérations technologiques. Tu parlais des batteries. On voit de plus en plus de véhicules équipés de lithium-ion, de LiPo pour les batteries. Parce qu'effectivement, alors certes, elles sont plus chères, mais on peut avoir une décharge plus importante. Elles sont super légères. Elles sont très très efficaces en puissance, et puis du coup, pourquoi pas en mettre plusieurs et d'être vraiment autonome pour pouvoir, par exemple, fonctionner toute une semaine sans jamais se raccorder à quoi que ce soit pour avoir de l'énergie. Tout en t'écoutant parler, j'étais en train de regarder et je pense que oui, effectivement, j'ai la confirmation. Imer est une marque connue aussi en Belgique parce qu'on a un van lifer connu en Belgique qui s'appelle Greg, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Greg Zoé, qui a un vieux van des années 80 ou 90, je ne sais pas, mais c'est un vieux van qu'il a retapé lui-même et c'est un Imer, son van. Oui, exactement. Henri The Bus. Ouais. Henri The Bus qui a été complètement relooké. Alors lui, il a fait le choix aussi comme moi d'acheter une occasion, mais lui, il a fait un boulot de malade, puisqu'effectivement vous pourrez voir des vidéos où il a complètement tapé. Et puis côté technologique, par exemple, pour l'énergie, il a craqué pour les fameux Goal Zero, ces fameuses grosses batteries génératrices aussi de 220 volts. C'est assez drôle parce que dans une vidéo, on le voit utiliser une perceuse, une scie sauteuse et tout ça à partir d'une batterie à bord de son fourgon, de son camping-car. Voilà, allez voir Henri The Bus, effectivement, un Belge qu'on apprécie parce qu'il fait de la très très belle prod. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à suivre le compte de Thierry ou le mien, même perso, parce qu'on est abonné à peu près maintenant, je pense, tous les van lifers français et suisses, on les connaît tous sur le bout des doigts et on les a virtuellement presque tous rencontrés. Et il y a au-delà de l'aspect technologique, il y a des rencontres aussi, il y a de l'humain derrière et c'est ça qui est chouette. Sébastien n'a pas mis son doigt dans son nez, mais je l'ai vu se le lever, enfin son doigt. Oui, merci madame. Je vais juste réagir sur une partie technologique. Vous parlez d'antenne, il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'effectivement, nos auditeurs pourraient se dire c'est génial, je peux acheter une antenne pour amplifier le signal. Non, c'est pas un amplificateur, j'ai précisé. C'est pas un booster, voilà le terme qu'on utilise, c'est pas un booster. Voilà, parce qu'il existe toute une série de trucs qu'on va trouver sur des Amazon, pour ne citer que lui, qui sont vendus sans problème, comme si de rien n'était. Si vous installez ce genre de truc, faites attention. L'IBPT, en Belgique, il y a des équivalents dans tous les autres pays, dans la demi-heure, vient frapper à votre porte pour vous dire c'est quoi ce petit truc là que vous avez installé ? Parce que c'est pas légal, on peut pas faire ça. Non, c'est pas légal et c'est précisé d'ailleurs ici, là où je l'ai vu en tout cas moi, j'ai vu qu'effectivement la personne qui le présentait précisait parce que c'est pas permis et donc voilà, je vous renvoie vers une autre chaîne YouTube qui s'appelle Voyage, comme ça c'est dit. Oui. Parce que un très beau reportage d'une van lifeuse qui a plus de 120 000 vues sur cette vidéo. Il explose les compteurs avec un très beau reportage sur un portrait d'une femme qui voyage seule. Pour revenir sur les antennes, vous pouvez voir ce qu'elles sont capables d'améliorer en réception en dBi, puisqu'effectivement, vous allez voir plus 12, plus 20, plus 30, voire plus dans certains cas. Puis après, on a des antennes qui sont malheureusement physiquement beaucoup plus grandes. Il n'y a aucune amplification électronique, il y a juste une meilleure réception. Et je vous assure que ça change la vie. Là où votre smartphone qui servait à partager la connexion capte un tout petit signal, l'antenne mieux placée et connectée à un routeur que vous dédiez à ça va faire le job. Oui, est-ce que c'est une solution complète avec un routeur ? J'essaye, parce qu'on en parle tellement, j'essaye de retrouver la référence quand même pour pas vous laisser au bord du chemin. Mais parce qu'en plus, il y a un routeur, donc c'est une solution complète qui permet de vraiment installer Internet comme à la maison, mais avec une solution mobile. Je pense pas que je vais le trouver. On le trouve dans une des vidéos de Philippe de Voyage. Oui. Il en fait
un sujet, puisqu'effectivement, il a été carrément approché par la marque française, sauf erreur, qui est à l'origine de cette antenne. Alors moi, pour le coup, je serais sur une autre solution, mais elle est intéressante, celle qu'il propose. Alpha Network, ALFA Network, le 4G Camp Pro V2EU. La référence exacte. C'est exactement ça. Société. Pardon ? C'est loin d'être une petite société. Non, c'est du sérieux, c'est du solide, c'est bien foutu. Mais si on veut faire des trucs moins chers, alors je vous engage, effectivement, alors on peut demander à David, qui a fait des numéros avec nous l'année passée, qui effectivement, avec un petit modem 4G classique, routeur qu'on va trouver à 100 balles, et va planter une antenne pour aller chercher... je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble avoir été regarder les tarifs, on est autour des 125 €, je crois, pour la solution complète ici. Si je ne dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'était dans ces eaux-là. Donc voilà, on a fait une aparté de taille. Dès qu'on commence à parler de ce genre de trucs. On parle techno. Oui, mais c'est en plus. Mais oui, c'est plus fort que nous. Et ça part la techno qui roule. Ça part un peu en impro, mais c'est rigolo comme tout. Et donc, on vous a donné plein de références du coup. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, demandez-les nous, on vous les donnera avec plaisir. On peut passer à la dernière lettre de la... Ah oui. Le fameux oui mais non qui conclut un épisode des technos, souvent, pas toujours, mais souvent. Ici, on va parler de quoi d'autre ? De quoi donc ? D'un robot, des robots ménagers qui ont aussi droit à Spotify. Il n'y a pas de raison de faire différemment pour eux que pour l'être humain. C'est quoi cette histoire C'est ça. Alors, je savais pas où le caser, donc je me suis dit, celui-là, c'est tellement con, et puis c'est tellement drôle, mais totalement inutile que voilà, celui-là. C'est là. Voilà. et donc, en plus, c'est tellement facile à installer. Donc, c'est un Eddie Zhang, un mec assez sympathique, qui a décidé de se dire bon, voilà, j'ai un Xiaomi, j'ai mon petit robot aspirateur, et il y a un petit baf dedans. Et quand il sort de son petit emplacement et qu'il va aspirer, j'aimerais bien un peu de musique. Donc, en fait, il s'est connecté en SSH. Donc sur le Xiaomi, parce que c'est une machine sous Linux qui est sous le capot, sur lequel il a simplement installé le paquet, il a configuré 2-3 trucs dessus, et puis voilà, et puis ça fonctionne, et du coup en fait, son robot, quand il sort de sa base, il joue du Spotify, et puis il retourne dans sa base tout gentiment. Alors le son est un peu pourri, parce que c'est un robot, il ne faut pas trop lui demander non plus, il était juste là pour couiner de temps en temps, mais maintenant il fait de la musique quand il nettoie. Il appelle ça le Raspotify. C'est un logiciel qui existe. Donc, et en fait, si on clique sur le lien, donc comment le monter soi-même, on a tout le tuto. Le tuto est là. Il y a 5 points, c'est juste simplissime à souhait. Donc il s'est juste dit, mais voilà. Ça veut dire que si tu veux causer avec ton aspirateur, le SSH a un login et un admin, un password super courant, facile à trouver, c'est ça ? Voilà, il y a les moyens d'arriver en SSH, ce qui renvoie vers un autre GitHub pour t'expliquer comment arriver à l'exploit. Mais dès que tu as l'exploit, tu fais ce que tu veux sur ton robot. C'est très couillon, hein. Ça nous ramène à cette jeune fille qui tweetait avec le frigo des parents, quoi. C'est le même genre de hack, quelque part. Et le mec, tu te dis, il était dimanche soir, il avait pété ses baffes, il avait envie d'écouter de la musique, tu vois. Comme ça. Alors, pour l'histoire de la jeune fille au frigo, on raconterait que des petits malins ont été voir les tweets qui sortaient et puis qui étaient estampillés au nom de la marque du frigo, et certains sous-entendaient qu'il aurait fallu bidouiller des choses. Enfin bref, il y a des suspicions comme quoi peut-être la marque serait derrière cette espèce de phénomène de jeune fille qui aurait dû, pour finir, utiliser le frigo. Alors, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, comme on dit ici, mais voilà, s'il y a suspicion, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc voilà. Ça casse un peu le mythe de l'histoire de cette jeune fille à qui on interdit d'aller sur Twitter. Mais en tout cas, on a parlé des fameux frigos. Oui, c'est ça. En même temps, je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup.
suite à ce hack ou à cette voilà, ils ont fait parler d'eux, ça on peut le dire en tout cas. Voilà un sujet amusant une fois de plus pour conclure un épisode des Technos, le 224e pour être précis, enregistré ce 12 septembre 2019. Je me permets de le rappeler une nouvelle fois, n'hésitez pas si vous avez apprécié ce contenu ou notre façon de faire, mettez des pouces sur notre chaîne YouTube ou sur Magellan. J'ai vu que sur l'application de podcast Magellan ce sont des pouces aussi. Donc voilà, autant les utiliser également. Et il n'y en a que vers le haut là, par contre, donc on peut pas se tromper. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est utile aussi. Il y a commenter. Les commentaires sont les bienvenus, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. On essaie de tout lire. En général, on lit tout, ainsi que sur notre site lestechno.be où vous trouverez d'ailleurs tous les liens vers les bonnes plateformes, les bons endroits, etc., etc. Plus on est de fous, plus on rigole. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous également, à partager l'information au plus grand nombre. Merci à Thierry Weber depuis la Suisse d'avoir participé à cet épisode. On le retrouvera très très bientôt dès qu'il aura compris comment fonctionne notre planning. Mais il fait pas tout ça pour dire qu'il fait partie maintenant de l'équipe. Sébastien, pareil, à très bientôt également. J'espère quand d'ailleurs. Dans 2 semaines, je pense. Dans 2 semaines, d'accord. Ok. Bon, à dans 2 semaines dans ce cas-là. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, la semaine prochaine, par exemple, pourquoi pas. Salut.